Pour compléter ce que je vous ai dit tantôt sur mon positionnement, comme si le travail que m'occasionne les SOESECT ne suffisait pas, la région bruxelloise m'a demandé de mettre en place une nouvelle association qui s'occupe de prévention des radicalismes. Puis comme si ça ne suffisait pas, j'ai voulu que ce soit également un organisme de recherche. Alors, j'ai un modèle, et donc il est question d'une lecture familiale systémique du djihadisme. Je me suis rendu compte après coup que je n'allais pas savoir faire tout ça. Et surtout que je voudrais quand même partager avec vous quelques éléments d'intervention, quelques pistes très pratico-pratiques sur la façon dont vous pourriez, si vous êtes confronté à la problématique, vous positionner, les postures professionnelles qui pourraient vous aider à faire de la prévention du radicalisme à différents niveaux, comme je le montrerai. Néanmoins, le modèle sous-jacent, je vais vous en dire un mot. C'est-à-dire que j'étais confronté à un problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tantôt, à la fois l'étude du phénomène sectaire me donnait pas mal d'éléments par rapport à ce qui m'était demandé, et à la fois il y a quand même aussi quelques grosses différences, donc j'ai renoncé au modèle que j'utilise habituellement par rapport au phénomène sectaire. J'ai adopté un nouveau modèle dont je ne vais pas avoir l'occasion de dire grand-chose, si ce n'est de façon en survolant. C'est-à-dire que j'ai adopté un modèle qui vient de la sémiotique qui s'appelle le schéma actantiel et qui permet de rendre compte à la fois du fonctionnement des groupes djihadistes de type sectaire et du fonctionnement des autres types de groupes. Sachant qu'effectivement, comme je disais depuis le public tantôt, je pense que pendant la première partie, j'ai surtout marqué les différences entre ces différents types de groupes pour essayer d'un peu cartographier la nébuleuse djihadiste, mais il y a évidemment de gros points communs et qui sont, je suis tout à fait d'accord avec Pierre, du côté d'un fonctionnement incestuel. Alors, le schéma actantiel, c'est ça. Vous attardez pas trop là-dessus, ce sera dans les actes. Je vais reprendre donc, le schéma actantiel. C'est quoi en gros? C'est l'idée que les acteurs d'un système incarnent des rôles, et en fait il y a une espèce de catégorisation des rôles en méta-rôles, alors que ces méta-rôles, ce sont également des principes d'action en fait. C'est-à-dire il y a l'idée dans le schéma actantiel qu'on peut à la fois qu'en repérant les méta-rôles à l'œuvre dans une histoire, on peut en fait la mettre en récit d'une façon qui permet entre autres de faire des prévisions sur l'évolution de l'histoire. Ce qui évidemment va nous intéresser par rapport à la question de la prévention. Alors je vais prendre un axe à la fois en disant ce qui nous est utile par rapport au djihadisme. Alors, sur l'axe du pouvoir, je dirais là, il y a déjà une chose très très importante. Si je dois vous dire une seule chose sur l'axe du pouvoir, c'est ceci, c'est que du point de vue sémiotique, le désir s'inscrit effectivement sur l'axe du pouvoir et passe, comme on pourrait l'imaginer, sur l'axe du vouloir. C'est-à-dire, du point de vue sémiotique, on ne désire une chose que si la conjonction entre le sujet désirant et l'objet désiré est possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va avoir lieu, cette conjonction. Hein, on n'obtient pas toujours satisfaction, pour le dire très simplement, mais ça veut dire qu'en tout cas, c'est possible. Donc, pour le dire de façon du côté de la clinique, l'érotomanie, c'est un délire. Je veux dire, croire que la conjonction est possible, c'est ça l'érotomanie. Croire que la conjonction entre deux personnes, par exemple, est possible alors qu'elle ne l'est pas, c'est ce qu'on appelle l'érotomanie. On est sur un impossible alors que théoriquement, le désir s'inscrit toujours, d'après la sémiotique en tout cas, sur l'axe du pouvoir. Alors ça, c'est très très important du point de vue, par rapport à ce qui nous intéresse, parce que le grand point commun entre tous les jeunes potentiellement radicalisables, à part le fait qu'ils ont il n'y a aucun profil psychologique, comme l'a dit Pierre, qui soit vraiment déterminant,
Le grand point commun dans mon vocabulaire à moi, c'est qu'ils sont avec le monde dans un rapport d'impuissance, voire même de désespoir, hein, et que le recruteur leur rend l'espoir, en fait. Il y a déjà un petit commentaire à faire, c'est une parenthèse. Comment se fait-il que notre monde n'arrive pas à redonner l'espoir à ces jeunes et que ce soit le recruteur radicaliste qui y arrive. Alors, un deuxième point qui me paraît important sur l'axe du pouvoir, c'est l'idée qu'un véritable objet de désir, en fait, il a la possibilité de se dérober à la conjonction. Vous désirez quelqu'un, même si le couple, je vais prendre partir sur cet exemple-là qui est très simple, si le couple est possible, il est tout à fait possible que l'objet de votre désir se dérobe. Vous dites non. L'objet du désir est toujours une forme d'objectivation dans le désir, mais l'objet du désir, il peut dire non. Au contraire, ce que Lacan appelle la chose, elle n'a pas la possibilité de dire non. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui est à l'œuvre sur l'axe du pouvoir chez les radicalistes, et pas seulement chez les radicalistes, évidemment. Alors évidemment, la figure du terroriste, de ce point de vue-là, est paradigmatique, je dirais même emblématique, puisque la victime de l'attentat terroriste, non seulement elle n'a pas la possibilité de se dérober à l'attentat, mais elle n'avait même aucune possibilité de prévoir ce qui allait arriver. Je veux dire, elle se trouve là par hasard. Hein, c'est ça le traumatisme aussi, on est là par hasard. Un troisième élément qui me paraît intéressant sur cet axe du pouvoir, c'est ce que la sémiotique appelle l'antisujet, et que Farhad Khosrow-Khavar va appeler le héros négatif, c'est-à-dire un personnage qui, alors à côté effectivement de jeunes qui sont dans l'idéalisme, qui veulent se rendre utile à l'humanité, etc., etc., vous avez un certain nombre de ces jeunes, et c'est une figure très très différente, qui eux, en fait, sont dans la simple réalisation de pulsions violentes, et en fait la sacralisation de la violence par le djihadisme est quelque chose qui vient faire sauter, si je vous dis, le dernier verrou qui les empêchait de passer à l'acte. Alors évidemment, entre le jeune qui a envie d'aller travailler dans un hôpital en Syrie et le jeune qui, d'emblée, pourrait avoir envie de tuer des gens, on n'est pas tout à fait dans le même domaine, mais le point commun entre ces deux jeunes sur l'axe du pouvoir, c'est vraiment l'idée que quelque chose qui jusque-là semblait impossible, tout d'un coup est devenu possible. L'impuissance, tout d'un coup, s'ouvre sur un espoir de puissance. En termes de... alors peut-être deux mots sur la prévention. Donc en général, on envisage trois niveaux de prévention, niveau prévention primaire, secondaire, tertiaire. Il n'y a que la médecine qui envisage une prévention quaternaire. Et moi, j'ai trouvé utile, par rapport à la question du djihadisme, d'envisager une prévention quaternaire. Alors, très très rapidement, puisque j'imagine le temps est encore plus compté qu'au début la prévention primaire, elle arrive avant la conversion. Et je dirais que ça concerne ce que je vous ai présenté tantôt en termes de polarisation. La prévention secondaire, elle arrive après la conversion, mais avant le délit, il n'y a pas encore eu délit. Donc il y a moyen de dépister, soigner. On a affaire à la radicalisation proprement dite. La prévention tertiaire, elle concerne, alors en médecine, il s'agit d'éviter les complications, hein, d'éviter par exemple des rechutes à répétition. Et là, on a affaire à la pénalisation. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas du tout les mêmes acteurs qui vont travailler. Par exemple, les professeurs vont pouvoir travailler à l'école, dans l'éducation nationale, à la prévention primaire. Les éducateurs de rue vont pouvoir, les psychologues vont pouvoir travailler à la prévention secondaire. Une fois que c'est pénalisé, on va se retrouver dans le monde judiciaire, en prison, etc., etc. Et ça ne va pas être les mêmes travailleurs, ni la même façon de travailler. Quant à la prévention quaternaire, je voudrais insister sur un point qui est sur la question du deuil, en fait. C'est qu'il n'y a pas, tant que le jeune n'est pas mort en Syrie, il n'y a pas de mort d'homme, donc on n'est pas... On sait, la prévention quaternaire en médecine, ça consiste à accompagner le mourant. Mais par contre, la question du deuil est vraiment fondamentale, parce que pour les parents, l'enfant est vécu comme un mort-vivant. Ça, c'est déjà une première chose.
Quand l'enfant est parti en Syrie, les parents vivent dans l'inquiétude qu'on leur annonce la mort de l'enfant, et ils sont tellement inquiets qu'ils en viennent à souhaiter que ça arrive pour que ce soit fini, que ce long calvaire soit fini. Troisièmement, et surtout parce que ça va avoir une grande implication sur la façon de travailler, si le jeune se déradicalise, il y a une grande illusion et qui doit être travaillée en termes de deuil, c'est que les parents ont l'impression que le jeune va redevenir comme avant. Or, le jeune ne va pas redevenir comme avant. Le jeune, il va changer de façon fondamentale pendant ce processus, qui est un processus initiatique au fond, et l'illusion, enfin l'espoir que le jeune redevienne comme avant, c'est un espoir dont il faut d'emblée faire le deuil, parce que c'est ça qui va faire la différence entre une vraie déradicalisation et un jeune qui va rechuter. Je vous dis ça pourquoi? Aussi pour essayer d'illustrer un premier conseil que je voudrais vous donner en tant qu'intervenant potentiel, c'est qu'en fait, on ne s'intéresse pas assez aux raisons pour lesquelles le jeune se radicalise. C'est-à-dire, on pourrait croire que c'est un jeune qui ne poursuit aucun objectif, ou en tout cas que l'objectif poursuivi est un objectif qui n'a pas de valeur. Alors qu'en fait, le jeune poursuit toujours un objectif qui a en général une certaine valeur, et la seule chose qu'on pourrait reprocher à ce stade-là au groupe radicaliste, c'est d'arnaquer en fait le jeune. C'est-à-dire de lui proposer, quand tu parlais de néomythe, moi j'avais en tête un mot beaucoup plus simple qui est le mot arnaque. Il y a une arnaque. C'est une arnaque réciproque. Oui, c'est une arnaque réciproque sans doute. Alors, par exemple, vous avez un certain Eric qui se demandait pourquoi Daesh décapite. C'est une question qui choque, mais c'est une vraie question. Non. Comment est-ce que des gens en arrivent à décapiter? C'est-à-dire ne pas vouloir répondre à la question de ce jeune en termes de prévention primaire à ce stade-ci, ne pas vouloir répondre à une question pareille, ne pas vouloir en tout cas discuter avec le jeune d'une question pareille, c'est le lancer dans les bras du recruteur. Parce que c'est une vraie question que ce jeune se pose, et même si cette question choque, c'est quand même une vraie question dont il faut pouvoir discuter. Mansour, dans le même style, qui s'interrogeait sur les bonnes raisons que les jeunes ont d'aller faire la guerre en Syrie. De nouveau, ce sont des questions, en général, ces jeunes témoignent du fait qu'au moment où ils commençaient à se poser ces questions, ils ont essayé d'en parler autour d'eux, ils se sont heurtés à des murs. Et en fait, ce sont ces murs qui les envoient vers le recruteur quasiment plus que le recruteur n'attire le jeune. Souvent, le jeune va vers le recruteur parce qu'il se pose des questions dont personne ne veut parler, et il ne trouve une réponse qui est malheureusement... Et effectivement, comme tu dis, ça arnaque réciproquement, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'illusion de réponse qui est trouvée dans la relation avec le recruteur. Donc il faut éviter le débat, éviter de faire la morale, il faut développer une vraie curiosité, parce qu'au fond, la seule habileté du recruteur, ces gens ne sont pas forcément des gens très très habiles, la grande habileté du recruteur, c'est qu'il se montre curieux de ce que le jeune dit, alors que beaucoup de gens autour du jeune ne se sont pas montrés curieux de ça. Alors en termes de prévention tertiaire, évidemment, quand le jeune commence à se déradicaliser, alors je ne crois pas qu'on puisse déradicaliser un jeune, par contre un jeune se déradicalise. Et donc quand un jeune commence à se déradicaliser, l'erreur ce serait de jeter le bébé avec l'eau du bain et de jeter la question qui était posée au départ sous prétexte que le jeune s'est déradicalisé. Je crois qu'il faut revenir sur cette question, travailler cette question, parce que c'est une vraie question, une question qui est importante. Et j'insiste là-dessus parce que chaque question est singulière. Chaque jeune se pose une question singulière que vous n'allez pas retrouver chez les autres jeunes. Donc là, il y a quelque chose. Alors, axe suivant. L'axe du savoir. Alors, l'axe du savoir oppose le destinateur au destinataire. Alors, ça fait un peu jargon, on pourrait dire l'émetteur et le récepteur, sauf que le savoir dont il est question ici, c'est pas un savoir constitué qu'on délivre comme ça, de façon ex cathedra, c'est un savoir qui s'apprend par l'action. Donc ce que le destinateur fait avec le sujet, ce n'est pas lui délivrer un savoir constitué, c'est le mettre au travail en fait. C'est le mettre en quête d'un objet de quête qui est également un objet de savoir. On pourrait dire de façon très simple, au fond ce qui compte c'est moins l'objectif que le chemin pour atteindre l'objectif. Parce que ce chemin, il vous apprend plein de choses. C'est un parcours initiatique, comme je l'ai déjà dit.
Alors de ce point de vue-là, la sémiotique est tout à fait nette. Le destinateur est par définition un manipulateur. Le problème n'est pas que ce soit un manipulateur, le problème n'est pas que le recruteur de Daesh ou d'autres soit un manipulateur, le problème c'est que c'est une arnaque. Le problème c'est que ça débouche sur la violence. Enfin, il y a une série de problèmes de ce type-là qui sont en général non pas sur l'axe du savoir mais sur l'axe du devoir dont je parlerai plus tard. Ok. 5 minutes, ça va être court. Hein. Et donc, pour aller très très vite, ce que je voudrais vous dire par rapport à cet axe du savoir, et donc c'est un deuxième conseil, c'est en tout cas, s'il y a une chose que vous ne devez pas faire avec un jeune qui se radicalise ou qui est radicalisé, c'est argumenter. Parce qu'il sait mieux que vous. Et alors, ce que nous apprend la notion de destinateur à cet égard, c'est que... Alors, qu'est-ce qu'il va vous répondre, le jeune? Par exemple, si vous arrivez avec le Coran et que vous expliquez que ce que le jeune défend, c'est pas dans le Coran. Il va vous dire, toi, tu lis le Coran, mais moi, je le vis. Et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Effectivement, vous ne le vivez pas, ou si vous le vivez, vous ne vivez pas ça de la même façon que lui, et par définition, vous ne le vivez pas bien. Donc c'est certainement pas, parce que quand vous allez sur cet axe-là, vous rentrez dans des polémiques qui contribuent seulement à pousser le jeune toujours un peu plus vers le recruteur qui, par définition, a raison, puisqu'ici on n'est pas face à une croyance, on est face à une conviction. C'est une croyance. Alors, sur l'axe suivant, l'axe du vouloir, alors c'est pas le vouloir au sens de je veux quelque chose, c'est le vouloir au sens de les circonstances veulent que les choses aillent dans un sens ou dans un autre. Puisque j'ai plus beaucoup de temps, je vais aller particulièrement vite, donc moi ce que j'inscris à cet endroit-là, c'est une notion que j'avais développée par rapport au phénomène sectaire, qui est la notion de co-adepte. Et qui rejoint des choses qui ont déjà été dites aujourd'hui. Par exemple, quand Pierre vous parle d'une logique du même dans une espèce de fratrie mythique, c'est de ça dont il est question. Au fond, c'est le fait que, du point de vue du groupe radicaliste, il y a des mêmes et des étrangers, mais très rapidement, ceux que j'appelle les co-adeptes se mettent à fonctionner de la même façon. Pour eux aussi, ils se mettent à fonctionner de façon tout aussi binaire que le groupe radicaliste. Ça rejoint la notion de radicalisme laïque dont je vous parlais tantôt. Et donc, un troisième conseil que je pourrais vous donner si vous êtes confronté à des familles dont un jeune est en train de se radicaliser ou s'est déradicalisé, c'est de travailler à aider ces familles, alors ça recoupe la question du deuil, hein, aider ces familles à sortir de ce binaire, c'est même du clivage. De sortir de ces clivages qui ne vont faire que, alors je me répète, mais pousser toujours plus le jeune vers le groupe. Au niveau des professionnels, je voudrais aussi évoquer une notion qui s'inscrit sur cet axe, que j'ai appelée la neutralité malfaisante. Par exemple, du côté de croyances qui circulent dans le milieu, je repense à l'introduction de Serge ce matin, du côté des croyances qui circulent, c'est par rapport au couple, au conflit des couples. Dans un couple, c'est toujours 50-50. Et d'où ça vient, cette croyance? Pourquoi ce serait 50-50 que diable? Hein, par exemple, un homme qui tape sur sa femme, c'est 50-50. Vous êtes d'accord avec le fait que cette femme a fait ce qu'il fallait pour qu'on lui tape dessus? Alors qu'il y ait quelque chose qui se noue, qui est... Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Pierre quand il dit l'emprise n'est pas un mouvement à sens unique, c'est une relation. J'irais même un pas plus loin en disant c'est un système. Et c'est ça la notion de co-adepte aussi. Hein. C'est l'idée qu'il y a plus que deux acteurs dans une emprise qui sont en relation les uns avec les autres. Donc je pense que cette notion de neutralité, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Alors je vous donne un exemple pratique. Il s'agit d'un jeune qui était parti en Syrie et qui était revenu en passant par un pays d'Europe de l'Est. C'est une histoire réelle donc, que j'ai lue dans les journaux. Et la police de ce pays d'Europe de l'Est l'avait quelque peu malmené, ce qui fait qu'en passant la frontière française, il s'attendait à avoir la même expérience avec la police française. Et à sa grande surprise, il y a un policier qui l'a accueilli avec un café, une couverture, qui faisait froid. Et ce jeune témoigne du fait que tout le processus qui va suivre, où il va être emprisonné, où il va devoir essayer de se réinsérer, etc.,
Tout ça va venir s'étayer sur le fait que ce policier l'a accueilli de cette façon-là. C'est-à-dire que ce policier est sorti de la neutralité, a essayé de nouer quelque chose comme une ébauche de lien. Alors je fais comme Pierre la différence entre le lien et la relation. C'est pas juste une relation, il y a quelque chose d'autre qu'une relation qui est en train de se jouer là, et qui fait qu'il y a une espèce de début de remaillage qui passe à cet endroit-là. Et je pense que tout ce que vous allez faire en sortant de la neutralité, plus qu'une minute, oui, tout ce que vous allez faire en sortant de la neutralité pour essayer de nouer du lien, ça va participer au remaillage. Alors sur l'axe du devoir, très rapidement, je voudrais juste vous dire que le déclic de la sortie, il y a toujours une double composante, une composante affective d'une part, que je pourrais identifier à la question du lien, et une composante éthique sur l'axe du devoir. Alors l'éthique, c'est pas la morale. Hein. La morale, c'est le bien versus le mal, c'est pas de ça dont il s'agit. L'éthique, ça va plutôt être l'autorité versus l'interdit, par exemple, ou l'obligation versus la liberté. Ça va se jouer dans le droit commun, évidemment, ça va se jouer dans les rituels de politesse éventuellement, ça va se jouer à une série de niveaux. Parce que par exemple, quelque chose qu'on conseille aux familles et qui je pense est assez maladroit, c'est éviter de rentrer en conflit avec le jeune. Montrer que vous êtes une famille parfaite, montrer que vous êtes une meilleure famille que le groupe radicaliste. Alors déjà, c'est une complète ânerie parce que le groupe radicaliste n'est pas une famille. Le groupe radicaliste prétend être une famille, mais de nouveau, c'est une arnaque. Votre famille, vous en avez une et une seule et vous allez devoir faire avec. Qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, vous n'en aurez pas d'autres, il va falloir faire avec celle-là. Et donc, moi je dis à ces familles, mais si, vous pouvez rentrer en conflit, mais sur quoi? Si vous rentrez en conflit sur des questions de savoir, vous allez seulement réussir à pousser le jeune vers le groupe. Par contre, si vous rentrez en conflit avec le jeune sur des questions d'éthique, sur des questions de règles familiales, mais de votre famille, pas du groupe radicaliste, là, il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui va faire déclic. Alors, ce qui est terrible avec cette question du déclic, c'est que souvent, le déclic, en réalité, vient de l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe dans le groupe radicaliste qui fait que le jeune se dit là, il y a une limite au-delà de laquelle je ne peux pas aller. Mais cependant, on n'est pas complètement impuissant parce qu'on peut, en tenant cette posture que je propose de tenir, on peut faire ce que j'appelle semer des petites graines. C'est-à-dire, tous ces petits moments où on rentre en conflit sur l'axe du devoir, je pense que c'est des moments où on sème des graines. Alors quand on sème une graine, on ne sait pas à l'avance si elle va pousser ou pas, mais par contre si elle pousse, on sait ce qui va se passer. Est-ce que j'ai le temps de raconter une histoire, le cas d'un jeune, parce que j'ai plus le temps? Je laisse le choix à la salle. Oui. Bon, alors je vais vous raconter l'histoire d'Abdel. Alors Abdel, c'est un jeune... C'est une histoire qui m'intéresse particulièrement parce que c'est une histoire qui secoue quelques préjugés, entre autres sur les familles d'origine. Alors Abdel, c'est un jeune qui a grandi dans une fratrie de 5 enfants. Ses parents sont des immigrés, donc lui est né en Belgique. Et ses parents sont tous les deux enseignants. Le père enseigne la religion musulmane à l'école. Les deux parents sont très portés évidemment sur la question de l'éducation et veulent que leurs enfants fassent des études. Alors vous avez certaines familles immigrées comme ça qui investissent massivement la question des études parce qu'ils y voient un facteur d'intégration et donc c'est ce qui se passe. Dans un premier temps, les 5 enfants suivent ce trajet, réalisent les vœux des parents et tous investissent l'école, étudient, réussissent plutôt bien. Et puis il y a quelque chose qui se passe pour Abdel à un moment donné, c'est qu'il y a un changement d'école, le passage de primaire en secondaire, qui est un moment très difficile pour lui parce qu'il n'arrive pas à s'intégrer au sein du groupe classe quand il arrive en secondaire, et ça va même plus loin que ça parce qu'il y a un petit groupe d'élèves qui le harcèlent, probablement en lien avec le fait qu'il est d'origine maghrébine. Et donc là, il commence à désinvestir les études. Il commence aussi à se disputer avec son père en lui disant quelque chose d'analogue à ce que j'ai dit tout de suite, c'est il dit en gros à son père, tu enseignes le Coran, mais en fait tu connais le Coran de façon purement intellectuelle, tu vis pas le Coran, moi je veux vivre le Coran. Et il commence à tenir des propos de plus en plus islamistes,
il tient un blog sur lequel il tient des propos islamistes. Enfin, vous voyez, ça dégénère. Et puis il y a un événement qui se produit. L'événement, c'est que le seul endroit qu'il continue à fréquenter, c'est une maison de jeunes qu'il fréquente depuis où il allait à l'école des Devoirs quand il était en primaire. À un moment donné, il a un accrochage avec 3 autres jeunes qui se mettent à le tabasser. Et alors, ce qui est très particulier, c'est qu'il se laisse faire, il se laisse tabasser. Et quand l'éducateur va demander à Abdel, mais pourquoi tu t'es laissé tabasser, il dit, mais ça ne valait pas la peine de me défendre, je les méprise. Et quand l'éducateur demande aux 3 jeunes, mais qu'est-ce qui vous a pris, ils répondent, mais ils nous regardaient avec mépris. On n'a pas supporté le mépris avec lequel ils nous regardaient. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire, c'est, on se demandait un peu comment allait réagir le père. Est-ce que le père allait dire à Abdel, c'est ta faute, c'est avec tes idées radicalistes, etc., etc. Ce qui, vous l'aurez compris, malgré que mon exposé était fort court, c'est vraiment pas la chose à faire. Est-ce que le père allait lui parler du Coran, c'était pas la chose à faire non plus, etc., etc. Qu'est-ce que le père allait faire? Alors le père a fait un truc assez particulier. Alors c'est un truc spontané, c'est pas un professionnel qui lui a dicté. Le père a dit à son fils, oui, moi je n'accepte pas que tu te fasses tabasser, je t'interdis dorénavant d'aller dans cette association. Alors c'est tout à fait inattendu, mais ça s'inscrit sur l'axe du devoir, et surtout, c'est dans le lien. C'est-à-dire que tout d'un coup, le père se montre inquiet non plus de la réussite scolaire d'Abdel, tout d'un coup il lui dit « je m'inquiète de toi, tu es mon fils, je ne veux pas que tu sois tabassé ». Donc à la fois il y a cette dimension de lien, donc il y a le lien qui est soigné, si j'ose dire, et à la fois il y a cette dimension éthique qui est « je ne veux pas que tu te fasses tabasser ». Conséquence quasi miraculeuse, il efface tous ses contenus radicalistes, en tout cas autant qu'il pouvait sur les réseaux sociaux, il réinvestit l'école, il se remet à étudier. Il y a un jeune qui se remet à aller bien en même temps qu'il se déradicalise. Voilà.